Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Prince Calixte et vous êtes sur le podcast de Confidence avec Prince. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce podcast, c'est tout simplement un podcast très intimiste où je reçois des proches, des inconnus, des entrepreneurs, des artistes et ensemble on discute de leur parcours, on discute de leur vision et surtout de leur mindset. Et aujourd'hui la personne que je vais recevoir dans ce nouvel épisode de Confidence avec Prince, c'est Séverine Barbier qui est une formatrice, mais je ne vous en dis pas plus parce que son parcours est très inspirant. Bonjour Séverine, comment tu vas ? Bonjour Prince, ça va et toi ? Ça va et toi ? Ouais, super, merci. Écoute, la fraîcheur de Paris, comment tu trouves ça ? Frais. Très frais, on est d'accord. Hein. Ouais, très frais, ouais, moi je viens de Bordeaux, là on a quand même quelques degrés de plus. Quelques degrés de plus. N'hésite pas à te rapprocher du micro, oui. Séverine, pour que nos auditeurs t'entendent parfaitement bien, ta belle et douce voix, comme ça on pourra parfaitement l'entendre. Alors hop, peux-tu nous parler un peu de toi ? Ouais, ça, tout de suite je te mets dans le bar, moi. Parle-moi de toi. C'est ça, vaste sujet. Yes. Parle-nous de toi, qui tu es, comment on peut décrire Séverine, on veut tout savoir de toi. Parce que finalement des Séverines, il y en a plein. Et tu le sais maintenant, puisque justement tu suis la formation hypnose transpersonnelle. On pourra en parler, mais des Séverines, il y en a plein depuis le début de sa naissance. Et j'ai presque envie de dire depuis le début de son âme. Et je vais te parler du coup de moi aujourd'hui, maintenant, à cet instant. À cet instant, ok. Voilà, je m'appelle Séverine, j'ai 41 ans, donc Séverine Barbier, 41 ans. Et je suis du coup praticienne, formatrice en hypnose transpersonnelle, une approche que j'ai fondée, qui est spécialisée du coup dans l'exploration des autres vies, dans l'échange avec la conscience supérieure, les guides spirituels, le contact aussi avec les défunts. Okay. Donc ça, vraiment, je suis également dans la psychologie transpersonnelle. J'accompagne également, je suis psychopraticienne en myosthésie, donc j'accompagne également en psychologie. Et ma passion aujourd'hui, professionnellement parlant, mais également personnellement parlant, c'est justement la psychologie et les états élargis de conscience. Okay. Et les états élargis de conscience, on peut les faire de plein de façons. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment surtout l'hypnose et les thérapies psychédéliques. Voilà. Sur le plan personnel, je dirais que je suis en intégration, dirais-je. J'ai fait, il y a un peu plus d'un mois, mes premiers, ce que l'on appelle samadhi, illumination, éveil, grâce aux thérapies psychédéliques. Et c'est vrai que depuis, ma vie a changé, mon regard sur le monde a changé, mon regard sur les objets, les animaux, les hommes. Et il est vrai que je sens maintenant que ça va être tout un programme d'intégrer justement cet éveil au quotidien, puisque je n'ai réalisé qu'il n'y avait que l'un, que nous étions absolument tout en tout, et que nous étions déjà réalisés, mais que nous avions juste oublié qui nous étions vraiment. Oublié. Et là, toi, tu es là pour nous rappeler qui nous sommes. Et j'ai envie, parce qu'il y a plein de questions qui me viennent en tête, j'ai envie de pas faire, comme tu m'as dit tout à l'heure, une comment on appelle ça ? Quelque chose de décousu. Bon, on va essayer de construire quelque chose. Je vois que tu apprends vite. J'apprends vite, t'as vu ? On va essayer de construire quelque chose d'assez linéaire et notamment avec un fil rouge qu'on va essayer de respecter, qui est la spiritualité, si tu le veux bien. Oui, bien sûr, avec plaisir. Super. Avant de parler de la formation, j'aimerais bien que tu nous parles en fait de ton parcours professionnel. Avant d'arriver à la formation, tu faisais quoi avant ? Alors, j'ai commencé du coup en tant que décoratrice intérieure. Wow. Mon tout premier métier. Moi, j'adorais. J'ai une vraie fibre artistique. D'accord. Et j'étais vraiment, jusqu'au lycée, j'étais nulle. Mais nulle à l'école, ça m'ennuyait. C'était terrible. D'accord. Et du coup, moi, je voulais être à la base styliste. D'accord. Donc, du coup, je dessinais vraiment plein de mannequins, plein de nouveaux habits sur mes cahiers, sur mes cours. Donc, vraiment, tous mes cahiers, tous mes cours étaient remplis de croquis. Et puis, quand j'ai commencé à me renseigner sur le stylisme, je me suis dit ça a l'air compliqué, les portes ont l'air fermées, mes parents n'avaient pas d'argent, pour être honnête. Voilà, je sors d'un milieu quand même très humble financièrement parlant. Tu avais fait une très très grande école ou bien ? Pas du tout. Moi j'étais vraiment justement, je sortais, là je parle du lycée, quoi. D'accord, ok. Donc, là je suis au lycée et honnêtement, sincèrement, voilà, je sens que c'est compliqué. Et j'aime bien le beau, d'une manière générale, j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est harmonieux, etc. Donc du coup je me dirige naturellement vers la déco.
McDo, d'autant plus que je réalise qu'il y a une école qui accepte de faire de l'alternance. Donc pour moi, c'est les moyens de me payer des études, parce que là, clairement, mes parents n'avaient pas les moyens des études. Ma maman m'avait dit, quand j'ai passé le bac, écoute, t'es celle qui est le plus diplômée de ta famille. Et je pensais bien que du coup, ça allait être compliqué de continuer à payer pour plus. Donc j'ai fait ça. J'ai fait cette école de décoration. Je me suis spécialisée en tant que cartoniste, c'est-à-dire que je dessinais et je créais des meubles en carton. Wow. Ouais, donc c'était super. J'adorais la déco. Je créais des meubles en carton. C'était vraiment chouette. Le souci, c'est que j'étais tellement jeune. Pour moi, voilà, j'étais une artiste. Je faisais des meubles, je faisais de la déco, mais je savais pas me vendre. Mais alors absolument pas. J'étais très très nulle en ça. Et du coup, j'en vivais pas. Du coup, c'était la galère. Je cumulais les petits boulots. Et puis, je travaillais au McDo surtout. D'accord. 3 ans, longtemps, trop longtemps. Au McDo. Wow. Oui, et en même temps, c'est vraiment une expérience géniale parce que voilà, ça m'a donné justement envie de me sortir de ça. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans, quand ils m'ont proposé de passer manager, là, je me suis dit, attends, t'es déco ou finalement tu travailles au McDo, quoi. Tu vois, je savais plus bien parce que je me disais, mais dans quelle carrière t'es en train de t'engager? Et comme de par hasard, à cette période-là, j'ai une amie qui partait faire ses études en Australie. Et puis moi, sans réfléchir, je lui fais, oh, t'as de la chance. Et elle me dit, non, Cérine, c'est pas de la chance, c'est un choix en fait. Et du coup, j'ai plaqué toute ma vie et je suis partie vivre en Australie pendant 1 an avec juste un bagage. Voilà, j'ai tout laissé. T'as tout laissé. J'ai tout laissé. Jeune fille comme ça, t'as tout laissé. J'ai tout famille. Laissé. Tout. Surtout que j'étais maman en plus à cette époque. Quel âge tu avais? Et j'avais, attends que je te dise pas de bêtises, j'avais 25 ans, je crois. Ouais, peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais déjà maman d'un petit gars. Non, je suis pas partie. Ouais. À chaque fois, les gens ils me font quoi? T'es pas partie avec ton fils? Attends, mesdames, messieurs, je suis obligé de mettre pause. Ouais. Comment as-tu réussi? C'est pas pu. Comment as-tu réussi justement à te dire que, ok, je pars dans un pays étranger, je laisse mon enfant, ma moitié. Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas. C'est pas que j'ai pu, c'est pas que j'ai dû, c'est vraiment que j'ai dû, en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas que j'ai pu, c'est que j'ai dû. D'accord. Je sais pas l'expliquer parce que même aujourd'hui encore, tu vois, par exemple, ce sera à refaire, j'en serais incapable. Mais à l'époque, je suis obligée, du coup, dans ce cas-là, vu ta question de rembobiner, c'est-à-dire que moi, je sors d'une famille, voilà, assez humble, un père patriarcal, j'ai pas le droit de sortir, je suis une femme, j'ai pas le droit de sortir. Et à ce moment-là, je quitte, on va dire, la maison finalement, pour me mettre tout de suite avec un homme, avec qui me demande tout de suite un enfant. Wow. Et donc, en fait, j'ai pas de vie adolescente et je n'ai pas de vie de jeune fille. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment juste jamais connu ce qu'était l'adolescence et jamais ce qu'étaient les émotions, on va dire, d'une jeune femme qui va en boîte, qui sort avec ses potes, etc. Non, moi, je suis tout de suite responsable, en fait. Je suis tout de suite maman. Et comment tu te sens justement dans cette responsabilité de maman? Eh bien, en fait, c'est affreux parce que je me sens déchirée. C'est-à-dire que j'aime mon fils plus que tout parce que, comme tu l'as dit, c'est ma moitié, c'est mon monde, c'est mon univers, c'est vraiment tout pour moi. Et en même temps, j'ai genre juste l'impression d'avoir clairement des chaînes au poignet, en fait. J'ai l'impression que je suis enchaînée. Et je vis ça comme un déchirement. Et quand on se sépare, du coup, avec le papa de mon fils, autant en tant que couple, on a eu vraiment des différends, autant c'est un papa absolument exceptionnel. Et de fait, il y a un moment, je sens cet appel en moi. Je sens qu'il faut que je parte en Australie, que je vive cette expérience. Et quand je lui en parle à cet homme à laquelle je suis séparée, à ce moment-là, il me dit « fais-le ». Fais-le parce qu'en fait, tu m'en parles depuis des années et tu vas le regretter si tu le fais pas. Donc, fais-le, je vais prendre soin de lui. Et j'ai une chance extraordinaire parce que là, du coup, 25 ans, Internet commence, c'est les débuts de Facebook, en fait. Voilà, Facebook commence à prendre de l'ampleur et tout. Et de fait, je vais pouvoir, pendant les 9 mois où je suis partie, pouvoir échanger avec mon fils quotidiennement grâce aux réseaux sociaux, en fait. Voilà comment j'ai pu. Parce que vraiment, sinon, sincèrement, c'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile. Vraiment très difficile. Donc, je débarque en Australie avec 3 mots d'anglais parce que vraiment, je sais juste dire my name is Cérine. C'est vraiment ça. J'ai pas d'argent. Je débarque avec 3 mots d'anglais. Mais l'Australie, il y a maintenant 15-20 ans, c'est genre juste extraordinaire, quoi. Parce que si tu avais la volonté de travailler, tu trouvais du job comme ça. Et moi, j'avais cette énergie-là. J'avais cette volonté-là. En plus, je sortais du McDo, donc j'étais rapide, tu parles. Donc, je commence en tant que runner. Runner, c'est tu dois servir les plats les plus rapidement possible. Autant dire que c'était dans mes cordes. Tu travailles au McDo? Alors, pas au McDo, pas du tout. Dans un resto plutôt chic de Sydney, justement. Un resto pour les businessmen, etc.
et j'apporte les plats les plus vite possible. Voilà, vraiment ça c'est mon job. D'accord. Voilà. Et puis j'enchaîne comme ça les petits boulots. Je finis par, je débarque du coup chez mon amie, et puis au bout de quelques mois, je me rends compte que je parle toujours pas anglais parce que je traîne qu'avec elle, etc. Et donc du coup je lui dis écoute, non franchement, il y a plus rien qui me retient à Sydney, donc là je fais mon sac à dos et là je pars seule. Vraiment, je repars et je fais le tour toute seule du coup de l'Australie avec mes 3 mots d'anglais. Toute seule. Là, vraiment toute seule. Et c'est là où commence véritablement mon aventure australienne, où c'est genre juste formidable. Mais il y avait quelque chose en toi qui te permettait de surmonter la peur. En fait, j'ai pas peur. Comment tu fais pour pas avoir peur quand on est seul dans l'une des destinations les plus loin de Paris? Comment on fait? Mais moi, je crois, fondamentalement, j'ai toujours cru ça. Je crois vraiment en ma résilience. Je crois en la résilience humaine. Et je crois sincèrement que quoi qu'il arrive, on peut rebondir. Quoi qu'il arrive, on peut rebondir. Absolument. Et moi, du coup, je pars, j'ai pas peur, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, je sais que je suis suffisamment... Pourtant, je suis vraiment très naïve à ce moment-là, parce que comme je te l'ai dit, j'étais enfermée dans une famille, puis enfermée dans un couple, enfermée en tant que mère, etc. Ouais. Et en même temps, j'ai cette espèce d'enthousiasme, cet élan, etc. Et donc du coup, j'ai pas peur, je suis vachement enthousiaste, au contraire, je me sens libre. En fait, pour la première fois de ma vie, tu te sens libre. Je me sens libre. Malgré que tu as un enfant qui est resté du coup en France. Mais oui, parce que je sais qu'il est avec son père et son père est formidable. Je veux dire, pour le coup, c'est un excellent papa. Et à un moment, stop en fait. C'est un excellent papa, je sais qu'il est bien, je le vois quotidiennement sur les réseaux. Oui, c'est vrai, par contre c'est difficile, on se manque. J'ai quand même fait un aller-retour en France pour Noël, parce que là c'était vraiment trop dur pour moi de ne pas être avec lui pour Noël. Donc je suis revenue pour Noël quand même, j'ai séparé ce voyage en 2. Mais je suis pas inquiète, je sais que mon fils est bien, je sais juste que c'est un petit peu long pour lui, mais je suis pas inquiète. Et du coup voilà, je vis totalement mon expérience, je me sens libre comme j'ai jamais été libre. Et puis ce qui est génial, c'est que forcément je tombe amoureuse de cette liberté, mais également amoureuse d'un homme, un Australien qui m'apprend à parler anglais. Donc ça, c'est formidable. C'est formidable. Parce que ça aide vachement, d'accord ? Bon, dans cette liberté, voilà, ça tient pas, et c'était pas le sujet, c'était vraiment de vivre cette liberté comme telle. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce que j'avais besoin, c'était ça, c'était la confiance du fait que je pouvais absolument partir partout, même voilà, avec peu d'argent et avec 3 mots d'anglais, et puis apprendre à parler l'anglais, parce que ça allait justement, véritablement m'ouvrir des portes ensuite, par la suite, quoi. C'est très inspirant ce que tu dis. Moi, ça me parle, ça a une résonance particulière. Je voyage énormément, je voyageais avant le Covid énormément. J'ai pas eu le même courage que toi. J'ai pas eu cette même résilience que toi. Je l'ai aussi, mais je suis parti à Nouméa tout seul. J'ai rencontré des gens incroyables. Je suis vraiment allé au culot et j'étais parti dans l'optique de vendre un spectacle de l'un de mes comédiens que je produisais. Je parlais de lui à tout le monde. Les gens me disent mais qu'est-ce que cet Africain vient faire à Nouméa? Il nous parle de stand-up, il nous parle d'humoriste, on le connaît absolument pas. Je lui montrais des vidéos parce que sur Paris il cartonnait. Donc pour moi, comment ça se fait, il cartonne à Paris, il cartonne pas dans le reste du monde? Et j'ai réussi en fait à vendre 3 dates de tournée. À peine en décembre 2022, il a pu aller à Nouméa tourner et jouer son spectacle. Incroyable. Tu vois, donc chers amis qui nous écoutez, n'ayez pas peur. Non. Laissez-vous emporter, comme Séverine, par cette voix, par cette intuition, par cette envie. Et comme tu l'as dit, la résilience et le fait de pouvoir toujours s'en sortir, toujours rebondir. Ça, c'est important parce que, et surtout, vraiment, quand on est maman, j'ai été tellement jugée sur ça, vraiment, sur le fait que j'avais laissé mon enfant. Mais comment une mère pouvait laisser son enfant? Mais déjà, une mère, oui, elle peut laisser son enfant, en fait, si elle a cet élan-là. Parce qu'en fait, des fois, c'est important aussi de s'écouter et de se respecter en tant que femme, parce qu'on est des mères, mais on est aussi des femmes. Et on est du coup des fois poussées par l'élan. Et je connais trop de femmes des fois qui hésitent à faire quelque chose à cause de l'enfant, etc. Si votre enfant est sous la tutelle d'une personne responsable, je veux dire, il y a un moment, écoutez-vous, je n'ai pas abandonné mon fils. Je l'ai laissé à la garde de son père, qui est un papa formidable. Donc il y a un moment, stop, quoi. Je vois trop de femmes sur ça aujourd'hui qui hésitent, surtout quand par exemple elles sont séparées avec les hommes. Moi je le vois, du coup, comme je suis thérapeute, je le vois bien dans mon cabinet, les femmes hésitent, ce genre de choses. Non, on n'en est plus là aujourd'hui, quoi. Un enfant a besoin des deux d'une manière équilibrée. Ça sert à quoi d'être tout le temps avec lui si c'est d'une manière
peu qualitative. Je pense que votre enfant préférera vous voir d'une manière peut-être moins fréquente, mais d'une manière qualitative, parce que vous vous sentez justement équilibré vous-même. Et puis je savais surtout que j'allais revenir, en fait. Moi, je savais très bien dans ma tête que c'était pas un abandon. C'était pas un abandon, quoi. Et puis je pense que ce voyage aussi t'a permis de te construire aussi. Complètement. Sur le reste de ta vie. Mais oui, parce que du coup, quand je suis rentrée, j'ai eu une espèce d'osmose là-bas. À un moment, j'étais au milieu du désert australien et je voyais cette grande étendue et c'était d'une beauté mais absolument magnifique. D'accord. Et d'un seul coup, j'ai vraiment senti cet autre élan en moi qui je suis vraiment quelqu'un de très intuitif, donc cet autre élan en moi qui disait tu dois donner du sens à ta vie. Je veux dire, tu dois faire quelque chose qui a du sens. Et quand je suis rentrée du coup en France, j'ai au début je me suis rapprochée de mon fils. Lui, il habitait à Amiens, moi j'étais dans la région parisienne et je suis partie vivre vers Amiens et je suis restée 1 an là-bas, mais je dépérissais franchement. Moi, le grand froid, on l'a compris. C'est pas mon truc, je dépérissais, etc. Et donc du coup, une amie à ce moment-là me parlait de, comme je l'ai dit, j'ai fait une école de déco, une licence de déco, mais j'avais pas de master, j'avais rien du tout et je sentais quand même à chaque fois que dans mes jobs que j'étais poussée à évoluer, mais qu'il y avait une espèce de barrière qui était celle justement du diplôme en fait. Vraiment, j'avais pas forcément les bons diplômes, pas de diplôme de commerce, pas de master, etc. Et une amie me parle de l'école 3A, du coup, qui est une école de commerce, qui fait dans le win-win. Donc, qui fait vraiment une école de commerce et de développement avec les pays justement en voie de développement, avec les zones à risque et tout, mais vraiment dans le côté gagnant-gagnant, quoi. Et ça, c'est mon état d'esprit, quoi. Moi, je suis vraiment dans le côté humain, humanitaire, entraide, etc., etc. Donc, je fais cette formation et malheureusement, 3 mois après le début de la formation, mon fils tombe malade, gravement malade, puisqu'on découvre qu'il a une tumeur cérébrale. Waouh, et t'avais quel âge à ce moment-là, je crois que j'ai 28 ans. 28 ans, tumeur cérébrale. J'ai 28 ans, mon fils a une tumeur cérébrale et je découvre qu'il en a en gros pour entre 10 et 15 mois. Voilà, parce qu'elle se trouve au milieu du tronc cérébral, donc pas opérable. Et avant d'avoir ce diagnostic-là, il n'y avait aucun signe avant? Aucun signe. C'est incroyable. Ce qui est dingue, c'est que d'ailleurs, c'était un enfant qui était vraiment plutôt en bonne santé, d'une manière générale. Donc, c'était vraiment assez choquant. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. J'ai reçu ce jour-là, autant quand on a déposé mon fils sur mon ventre, je me rappelle que j'ai eu ce petit cri qui était le cri de la connexion. C'est-à-dire que j'ai senti une connexion à mon fils qui était très forte, très puissante, un amour absolument inconditionnel. Autant quand on m'a annoncé justement qu'il allait partir, j'ai reçu comme un uppercut, littéralement, dans le plexus solaire, parce que je sentais que c'était vraiment horrible. Et voilà, donc bon, les 3 premiers mois, je pleure. Je ne fais que ça, d'ailleurs, je ne sais faire que ça. Jusqu'à ce que je réalise, en fait, un jour, on est dans la voiture et puis je pleure, comme d'habitude. Et mon ex-mari qui est là, puisque à ce moment-là, on s'en occupe à 2, puisqu'en plus de la maladie, c'est aussi une maladie dégénérescente. Donc du coup, il devient tout doucement tétraplégique. Donc on a besoin d'être là à 2 pour s'occuper de lui. Et du coup, mon ex-mari dit « C'est quoi ce bruit ?» Puis j'entends mon fils qui répond « C'est rien, c'est maman qui pleure encore. » Et là, c'est un choc. C'est vraiment un choc parce que je me dis « Mais il a raison, en fait. C'est pas maintenant, quoi. Là, il est là, il est encore... je dois être dans l'instant présent et c'est pas maintenant que je dois pleurer la mort de mon fils, qu'en fait, là, il est vivant. » Et s'ensuit, après ces 3 premiers mois, du coup, une période, il est parti à 11 mois plus tard, du coup, le diagnostic de sa maladie, s'ensuit une période absolument incroyable. Et que, voilà, ça va être difficile à exprimer parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Mais en fait, quand on n'a que l'instant présent, eh bien, on en profite à 3000%. Wow. C'est vraiment ça. Et il y a un film qui s'appelle Beauté cachée avec Will Smith et qui raconte très bien ça. Justement, cet état d'esprit où on sait que l'être cher va mourir, va partir. Et comme on le sait, il se passe quelque chose, il se passe une osmose, une énergie, une énergie de vie, justement, bizarrement, dans cette attente de la mort. Il y a une énergie de vie qui est d'une puissance, mais absolue, qui est d'une beauté absolue. Et on vit ça. On vit cette osmose en famille, à profiter de chaque instant. Parce qu'on sait que chaque instant est précieux. Et comme on est humain, évidemment, il y a des déchirements parce que il y a la fatigue. Et que le présent existe, le futur n'existe pas. Exactement. Parce qu'il n'y a que ça, quoi. Parce qu'il n'y a vraiment que ça. Et je l'ai vraiment touché du doigt, ça, cet instant présent. Mais comment on fait justement pour le capter? Est-ce qu'il faut avoir ou attendre d'avoir malheureusement une mauvaise nouvelle pour s'en rendre compte? Ou bien on peut tout de suite, dès à présent,
en profiter, le déclencher et profiter de l'instant présent presque tous les jours avec nos proches, avec nos enfants? Il y a pas de, là pour le coup, il n'y a pas de bonne réponse parce qu'on est tous différents et en fait notre incarnation va expérimenter quelque chose du coup de différent parce que le tout s'expérimente dans le tout. Donc du coup il n'y a pas une seule histoire qui se ressemble. Je vais te dire, il y a des gens qui sont des éveils spontanés et qui d'un seul coup vont rester dans l'instant présent constamment et il y a des personnes qui ne le seront jamais, qui vont être constamment soit accrochées à leur passé, soit d'autres accrochées à des projets futurs en fait. Alors qu'en réalité il n'y a que l'instant présent. Wow. Il n'y a vraiment que ça. Et le passé n'existe pas, le futur n'existe pas en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas peur. Parce que je ne suis que là, maintenant, là, tu vois, avec toi, quoi, en train de parler. Et il n'y a que ça, en fait. C'est génial. Donc on repart sur cette partie de ta vie très douloureuse où du coup tu décides de vivre l'instant présent avec ton fils et son père pour le coup. Mais oui, c'est même pas je le décide, c'est que d'un seul coup, quand j'entends mon fils dire ça, je le réalise. Je le réalise que je n'ai que ça, en fait. Que ça. Et quand je le vis, je vis c'est d'une beauté, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est d'une souffrance absolue parce que justement quand je pense au futur, c'est ne qu'est de la souffrance. C'est d'une souffrance absolue parce que c'est dur de voir ton gamin prendre 150 médicaments par semaine, de voir les chimiothérapies, les radiothérapies, de le voir changer de comportement physiquement. Il a perdu un œil parce que du coup à cause justement des dessèchements, des déshydratations, de toutes les conséquences. C'est dur aussi parce que t'es fatigué, je veux dire, moi je fais 46 kilos, mon fils il avait pris 16 kilos, je pouvais à peine le porter mais il devenait tétraplégique donc il fallait que je le porte, donc j'étais épuisée physiquement et du coup d'un côté t'as envie que ça s'arrête mais tu sais que si ça s'arrête ça veut dire qu'il est plus là, donc tu vois ce que je veux dire, donc t'as tout un aspect qui est genre juste atroce et en même temps t'es dans ce truc de l'instant présent t'es tellement à fond dedans que c'est beau. T'as vraiment cette beauté cachée qui se révèle à toi dans ce genre de période, quoi. En tout cas, voilà, moi, c'est comme ça vraiment que je l'ai vécu. Et quand il est parti, du coup, je suis... c'est très étrange, mais vraiment, tout de suite, je suis partie refaire mes études, en fait. 8 jours plus tard. Quand il est parti, 8 jours plus tard, Ouais, parce que le silence était infernal. Comme à la fin, il était tétraplégique, en fait, il m'appelait pour tout, en fait. Maman, toutes les 10 minutes. Maman, je me prenais ma douche en quelques minutes, en fait, en vraiment 2-3 minutes, parce que il avait besoin de moi pour tout, en fait. Il ne pouvait plus bouger. Et d'un seul coup, quand il est parti, ce silence, il était assourdissant, en fait. C'était vraiment tellement assourdissant que je me suis dit, non, mais là, il va falloir que je m'occupe, quoi. Parce que si je m'occupe pas l'esprit, c'est sûr que moi aussi, je vais partir. Mais pourquoi reprendre tes études? Pourquoi pas être reparti peut-être en Australie ou avoir Eh bien, parce que tu sais, à ce moment-là, justement, je suis tellement dans l'instant présent qu'en fait, il n'y a pas de projet. D'accord. Je veux dire, il n'y a aucun projet. Dans le sens où moi, à la base, j'avais repris mes études parce que j'avais envie d'apporter une vie meilleure à mon fils. Parce que j'en avais marre de galérer, tu vois ce que je veux dire. Je voulais du sens et je voulais aussi apporter une vie meilleure à mon fils. Mais là, mon fils n'est plus. Donc en fait, tu vois, qu'est-ce que je fais de moi-même, quoi? Ce projet, je l'avais fait pour moi et en même temps, ma vie en ce moment n'a pas trop de sens. Je viens de perdre mon fils. Lui apporter une vie meilleure, il est plus là. Et puis, j'ai pas eu le temps de faire des plans sur la comète Enfin, tu vois, j'ai même pas réfléchi à qu'est-ce que j'allais faire après son départ, en fait. C'est même pas une question. Et puis surtout, il y a quelque chose, c'est quand on perd un enfant, c'est quand on a un enfant, on s'en rend compte, mais on l'oublie. Et finalement, c'est ensuite, quand on le perd, c'est que j'avais l'impression d'être déresponsabilisée. On venait de m'enlever la plus grande responsabilité de toute ma vie. Donc je me sens, tu vois, j'ai pas de boulot, je fais rien de ma vie, j'ai pas d'enfant, j'ai l'impression de, tu vois, qui je suis, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et comme ces études, je les avais commencées d'une certaine façon, je le reconnais, tu vois, quand tu me poses la question, je le réalise, c'est la facilité. Je me dis, je me raccroche à quelque chose que j'ai commencé et évidemment, l'école m'a repris tout de suite, tu vois. Donc, je reprends mes études. Je réfléchis pas. Et je me lance à fond. Des études de quoi tu reprends? Donc c'est des études de commerce mais des études de commerce vraiment en développement durable, c'est-à-dire vraiment on est cette dans école qui était en win-win. Ouais, exactement, l'école 3A. Donc je reprends mes études et tout, et puis au sein de ces études, il y a vraiment un stage qui s'appelle qui est avec des anciens membres du GIGN et de la DGSE en fait, tu vois, qui s'appelle sécurité des biens et des personnes et qui t'apprennent à sortir éventuellement des situations un peu tendues, tu vois, les faux checkpoints, sachant que voilà, tu peux être justement de par ces études-là, travailler en Afrique, dans des zones un petit peu touchy, voilà. On travaille avec les BRICS, donc Brésil, Amérique du Sud, les pays où ça chauffe Asie, un peu, quoi. où ça peut chauffer un peu, tu vois. Voilà. Donc c'est pas mal de savoir 2-3 trucs pour te sortir de ça et tout. Et puis là-bas, du coup, un des
des anciens mecs de la DGSE me dit tiens, c'est marrant, toi, tu as vraiment le profil, tu vois, ils recherchent des gens qui ont fait des études, qui sont un petit peu justement résilients, etc., etc. Donc moi, je viens de perdre mon fils, ils le savent parfaitement, hein, parce que tu as un petit dossier sur toi, bien sûr, avant de faire le stage et tout. D'accord. Et ils me disent, tu as parfaitement le profil de ce qu'on appelle les chats noirs. Alors, je sais toujours pas ce que ça veut dire, les chats noirs, mais ce profil-là, c'était en gros, ils m'invitaient à pouvoir éventuellement postuler, justement, à la DGSE et tout. Et du coup, je me dis, c'est drôle, parce qu'à 18 ans, je me voyais bien espionne, etc., etc. Donc, je me dis, c'est le rêve qui se réalise, quoi. Et puis, évidemment, il me dit, mais par contre, potentiellement, tu peux te retrouver justement en Afrique, en face d'un gamin qui a 11 ans et qui est drogué et qui a un flingue, et puis c'est toi ou lui, quoi. Waouh. Et il me dit ça comme ça. Tu dis ça comme ça? Cash. Et moi, je le regarde et je lui fais, mais ça t'est déjà arrivé? Et il me répond, il me fait, bah ouais. Et je lui fais, bah t'as fait quoi? Et il me regarde et il me fait, bah je suis vivant, non? Wow. Et là, d'un seul coup, je réalise, je lui dis, bah tu sais quoi? Moi, je viens de perdre mon fils et tout. Je lui fais, mais l'enfant, il peut être drogué, il peut faire ce que tu veux. En fait, je trouve pas une seule raison valable pour tirer sur un enfant, en fait. Donc du coup, j'ai fait, ouais, non, en fait, je vais pas postuler. Je vais pas postuler. Mais du coup, je me suis fait repérer, en fait, du coup, là-bas. Et du coup, le directeur le président de l'université dans lequel j'étudiais me dit, mais attends, moi, j'ai une directrice générale là-bas en Afrique, à Dakar. Okay. Il y a un établissement qui s'appelle Etika. Et il y a 4 écoles à diriger. Et puis, il me faut quelqu'un qui ait des épaules, en fait. Il faut quelqu'un qui soit résilient, qui soit solide. Et puis, toi, vu ton parcours, a priori, tu l'es, quoi. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Et voilà comment, du coup, je suis partie en Afrique. Et tu es devenue directrice? Voilà, je suis devenue directrice générale, du coup, de Etika Dakar. Donc, une école, justement, qui a 3A, donc l'école de commerce, qui a une école de communication, une école aussi anglaise, etc. Et ça te fait quoi, du coup, quand tu poses ton premier pas, sur la terre-mère de certains Africains, là où on a découvert la première femme, Lucie? Tu te dis quoi? Waouh, l'Afrique. Tu sais quoi? Le premier truc qui me vient là de te dire, et ça va peut-être parler à certains justement d'entre vous, là, mes frères africains, c'est que je me suis retrouvée la seule blanche. C'est vrai. Mais ouais. Pourtant, Dakar, c'est quand même... quand je suis arrivée à l'aéroport... Ouais. D'un seul coup, et franchement, dans mon école, je te promets, du coup, je manageais 600 étudiants, 20 personnes, etc. Et en fait, j'avais juste mon directeur pédagogique qui était aussi français et blanc, mais sinon... Tout le reste était en fait, ouais, je travaillais qu'avec des Dakarois, en fait, tu vois. Et du coup, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et c'était hyper intéressant comme expérience. Parce que, tu vois, on se met jamais... C'est quelque chose qui m'était jamais venu à l'esprit, tu vois. Et du coup, forcément, on n'arrêtait pas de me regarder. Et c'était très intéressant comme expérience, tu vois, de se sentir regardée, non pas parce que je portais des mini-jupes et que j'étais une femme, j'étais plus à Paris, c'est clair. Mais parce que justement j'étais une femme blanche, quoi, tu vois, j'étais une femme blanche et tout, et donc Dakar, oui, évidemment, il y a encore, il y a pas mal d'expats, etc., mais du coup je me suis retrouvée très souvent dans ce genre de situation. Alors moi, c'est vrai que... C'était en quelle année, ça? Attends, que je te dise pas de bêtises, je crois que c'était... Attends, mon fils est parti en 2010, donc on est en 2011-2012, là, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc, moi, je suis allé à Bali, il y a en 2017, non pas 2017, que je te dise pas de bêtises, 2015, 2016, après avoir perdu ma mère. Okay. Justement, j'avais besoin de... Alors moi, c'est un truc, dès que je perds une personne de très proche, j'ai besoin de me couper. J'ai besoin de m'évader. J'ai besoin, comme si j'avais besoin de fuir quelque chose pour pouvoir en fait m'aider à mieux faire le deuil. Et donc du coup, je suis parti à Bali. Et du coup, Bali, j'étais le seul black, j'étais le seul noir. Oui, c'est clair, j'y suis allée, c'est clair. Et ça m'a vraiment fait bizarre où du coup, on me touchait la peau. Ouais. Parce que je suis allé vraiment dans des endroits très reculés, dans des villages où il y a des champs des rizières à perte de vue. Et les me touchent la peau comme ça pour voir si je suis pas au chocolat. Certains enfants, ils avaient peur. Mais ouais, parce que donc, déjà, moi, je me rappelle, ils me prenaient en photo. Ouais, moi aussi. Ouais. Ils me prenaient. Alors toi, j'ose pas imaginer. C'est exactement ça. T'as dû être métraillé. Et pour faire suite à ce qu'on est en train de dire, là, ce qu'on est en train de partager, ce qu'on est en train de se confier, c'est que j'ai fait pareil aussi une mission humanitaire à Madagascar. Et je suis allé avec une blanche, pour le coup. Pour moi, les gens, ils pensaient que j'étais malgache. Mais ça m'a fait bizarre de voir d'autres noirs comme moi être étonné de voir une blanche au village. Et il disait le mot Vaza. Vaza, ça veut dire blanc en malgache. Et puis il chuchotait comme si en fait c'était... c'est tabou. C'est ouais. Vaza, ouais, le sais pas. Regarde. Et puis du coup un jour j'ai vu quelque chose qui m'a tordu de rire. J'ai vu, je pense qu'elle devait être la grande sœur, elle a poussé sa petite sœur, genre en mode vas-y, va la toucher. Et puis la petite sœur elle
Elle a touché et puis elle est partie couler. Elle a couru. Et c'est fou, en fait, quand justement on est dans un pays et que c'était pas de notre culture, qu'on découvre de nouvelles personnes qui arrivent. Pour nous, habitants, ça nous fait tout drôle. Et ouais, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, mais moi j'ai vraiment, et c'est vrai, ce que tu dis c'est tellement juste, j'avais vraiment aucune notion, moi pour le coup, ça m'a jamais dérangé justement, ça m'a jamais dérangé les couleurs de peau, les cils et ça, parce que pour le coup, j'avais un papa qui était très raciste, et je me souviens qu'à 14 ans j'avais eu un crush sur un mec qui s'appelait Ali, et du coup je comprenais pas pourquoi c'était mal. Parce que pour moi, Ali, il avait 2 bras, 2 jambes, tu vois quoi. Mais ton père, il a su ça ou pas? Du coup, bien sûr que non, t'es fou à 14 ans. Je t'ai dit, je sortais avec un patriarche, moi. Il est massacré là. Mais moi, il me l'avait dit. Il m'a dit, tu ramènes un noir ou un arabe à la maison, c'est mort, tu rentres plus, tu vois. C'est clair. Donc c'était évident que non, en fait. Mais du coup, tu vois, à 14 ans, moi, c'est ça qui a commencé à me faire poser des questions. Parce que je me suis dit, mais c'est ridicule, là. Attends, je vois pas la différence, en fait, entre cet homme et moi, tu vois. C'est un non-sens. Donc, en fait, moi, très vite, tout ça, c'est passé à côté d'ailleurs. Enfin, sinon, j'aurais jamais atterri à Dakar, tu te doutes bien, quoi. Ou jamais, même dans une école de commerce qui prône justement l'équilibre, le gagnant-gagnant, l'échange équilibré entre les nations, tu vois. Donc, c'était évident, quoi. Et donc, Dakar, on est à Dakar, ton quotidien. Bon, mon quotidien, c'est celui d'un chef d'entreprise. Je suis DG, je gère des étudiants. Alors, je suis dans l'enseignement supérieur privé, mais moi, c'est vraiment ça. Je gère une école, je gère. Ce qui est intéressant, tu vois, plus que... Alors, Dakar, comme tu l'as dit, et c'est si juste, je découvre une autre culture, une autre logique qui est complètement différente, effectivement, de celle qui est en France. Et je découvre aussi 2 choses, c'est que, enfin, ce que je découvre surtout, c'est qu'en fait, il y a du plus, il y a du moins, exactement comme partout ailleurs. Et en fait, j'ai énormément voyagé dans ma vie, et à chaque fois, c'est ce que je découvre. Il y a toujours, je peux dire, ah bah oui, ça, je préfère ça à la France, et puis ça, par contre, je trouve ça, tu vois, par exemple, moi, ce que j'ai adoré en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de maison de retraite. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Tu vois, ça n'existe pas. On s'occupe de ces vieux, en fait. Tu vois, ça m'a vraiment ébahi, quoi. Par contre, après, il y a des logiques que j'ai pas compris. Moi, me mettre la poignée de la porte à l'envers en me disant « mais ça fonctionne, madame ». Ouais, ok, d'accord, mais c'est mieux si elle a l'endroit, en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, ça, c'est des choses que j'ai retrouvées absolument partout dans le monde, quoi. À chaque fois, je me disais, voilà. Donc, juste, tu découvres une autre culture et tout. Ce qui était riche à ce moment-là, c'est que déjà professionnellement, du coup, comme c'est culturellement tellement différent de moi, je gagne 10 ans d'expérience pro. Ça, c'est clair et net parce que il faut gérer le quotidien et parce que c'est comique, quoi. Il m'arrivait toujours des trucs là-bas. Comme quoi, donne-nous un exemple. Oh là là, je me rappelle d'un jour, je suis dans mon bureau et puis du coup, j'ai un gardien. Et le gardien débarque, il me dit « Madame, il y a le préfet qui est là avec les militaires, il veut raser la cafétéria, quoi. » Et là, je fais quoi? Et là, du coup, je descends. Et effectivement, le préfet était là, avec toute une armada de militaires prêts à raser ma cafétéria. Pourquoi ? Et parce qu'en fait, il me dit, la cafette a été construite, elle n'est pas cadastrée en fait, elle est construite sur le trottoir. Waouh. Et moi je fais, mais non et tout, je lui amène les plans, parce que moi je loue l'école, tu vois, je loue le bâtiment, je suis pas propriétaire, enfin en tout cas, moi non c'est sûr, mais l'institution Ethical n'est pas propriétaire. Donc je lui montre les plans, et il y a effectivement, enfin sur les plans, la cafette apparaît. Et il me fait non, les plans sont peut-être comme ça, mais pas dans le cadastre en fait. Donc j'appelle le propriétaire, et là je découvre qu'effectivement le mec, il a fait construire la cafette sur le trottoir comme ça, sans la faire cadastrer, sans rien, tu vois. Donc du coup, on garde son calme. Je demande au préfet, je lui fais, est-ce que vous pouvez me laisser 1 heure avant de tout raser là, est-ce que vous pouvez me laisser 1 heure? Il me fait ouais. Je vais à chercher ce qu'on appelle, donc déjà, je dis à mon proprio, je t'explique, toi, ton toit terrasse, là, il est réquisitionné, d'accord? Et on va reparler du prix. Et on va reparler à l'africaine. Je te jure, à l'africaine, on va renégocier le prix du loyer, mon garçon. Parce que là, il y a un problème, mais pas tout de suite. Donc, je vais chercher ce qu'on appelle un serrurier métallique à Dakar. Et je fais, le serrurier métallique, du coup, me rase, vu que la cafette était faite en pylône métallique, en fait, tu vois, avec une bâche, etc. Il me rase du coup chaque pylône et il la remonte du coup sur le toit. Donc on remonte la cafette illico presto, on rase tout. Il le fait en combien de temps ça? Ça, je sais pas, on l'a fait une après-midi quoi. Tu vois, en une après-midi, on rase la cafette et on la remonte sur le toit, en fait. Et puis après, je négocie le prix, par contre. Donc du coup, la cafette, elle atterrit sur le toit. La cafette atterrit sur le toit de l'école, quoi. Mais c'est pas possible. Mais ça, c'est mon quotidien. À Dakar, des trucs comme ça, je pourrais écrire un livre, en fait, tu vois, parce que vraiment, il m'arrive que des trucs comme ça. Donc c'est là, tu vois, par exemple. Donc du coup, au final, ils ont rien rasé, parce que du coup, toi-même, t'as fait le boulot, quoi. T'as mis le.
Du coup, ils n'ont rien rasé parce que du coup, je m'en suis occupée. Puis du coup, on a gardé une cafette. Voilà, j'ai réquisitionné de l'eau terrasse. Moi, en t'entendant parler, je trouve des solutions de partout. Tu t'adaptes, l'Australie, la Dakar et les militaires et j'en passe. Mais est-ce que en toi, il y avait une voie, justement, une force, quelque chose qui te permettait de pouvoir surmonter chaque épreuve? Parce que là, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour l'école, pour les lycéens, enfin les lycéens, non, les étudiants qui n'allaient plus avoir de cafette. Non, c'est pas une épreuve parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, je suis très dans l'instant présent en fait. Donc il y a vraiment ce truc où quand tu restes le plus possible centré dans l'instant présent, bah tu trouves la solution juste à l'instant présent parce qu'en fait elle émerge et parce que tu te connectes à ce qui est juste, parce que tu te connectes à ce qui est en fait. Et il y a un moment, c'est vraiment de dire ok, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau pour des trucs qui n'existent plus ou de me faire des nœuds au cerveau pour des trucs qui n'existeront peut-être jamais quoi. Donc juste je suis là. Et là, il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, je peux pas faire l'autruche en fait. Je suis DG, j'ai des étudiants, j'ai des employés, je peux pas faire l'autruche. Donc il va falloir gérer quoi, tu vois. Et c'est vrai que je crois que j'ai cette chance d'avoir une très très grande énergie et une très très grande résilience. Vraiment une très très grande résilience. Mais ça te vient d'où toute cette grande énergie? Parce que tout à l'heure en introduction, on parlait de ce que tu fais maintenant. Et cette résilience qui n'est pas donnée à tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Comment tu peux avoir tout ça, recevoir tout ça? Il y avait quelque chose. Déjà l'enfance, comme j'ai dit, voilà, je sors d'un contexte humble, mais aussi très compliqué, et psychiquement et physiquement, d'accord. Donc je pense que ces années d'enfance m'ont c'est ce que je vous apprends en cours. Un même événement traumatique va pouvoir, pour le coup, complètement détruire la vie de quelqu'un, ou au contraire, ça va pouvoir être structurant pour quelqu'un d'autre. Moi, je crois que ça a été structurant. C'est-à-dire que moi, justement, je me suis dit, ah ouais, faut se battre, on va se battre, en fait. On sera fort. On va être fort et on va surmonter tout ça. Donc, je pense déjà de l'enfance et du coup, je le vois vraiment comme un cadeau, cette enfance, parce que je pense que j'en ai fait une force, en fait, vraiment une force de caractère. Et puis ensuite, c'est vrai que le départ de mon fils, en fait, parce que quand je pars en Afrique, je pars, j'ai plus rien, moi. En fait, je pars aussi en Afrique parce que j'ai rien à perdre. Parce que je viens de perdre mon fils il y a quoi, un an et demi, que je sais pas quoi faire de moi-même et que du coup je suis en reconstruction personnelle aussi. Et c'est ça qui est intéressant parce que il y a cet aspect professionnel effectivement où je gagne 10 ans parce qu'il m'arrive des trucs incroyables et je te dis vraiment il y a des tonnes d'histoires à raconter, mais il y a cette reconstruction en tant que femme et en tant que mère en deuil en fait, tu vois. Et à ce moment-là, c'est drôle parce que 2-3 mois avant l'annonce du diagnostic de mon fils, on m'avait offert un livre un peu spirituel qui traite justement de l'instant présent. C'est ça qui est très drôle, qui s'appelle Le Guerrier Pacifique et qui traite de l'instant présent. Et ce livre, quand je le lis 2-3 mois avant l'annonce, il résonne en moi, mais il se passe quelque chose incroyable. Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Je le lis, je le dévore même, et là, je sens que je commence à m'intéresser au développement personnel, tu vois. Et quand mon fils part, il y a un rejet. Si Dieu existe, merci, mais pourquoi m'avoir enlevé mon fils en fait? C'est pas dans l'ordre des choses, dans ce cas-là, c'est moi qui aurais dû partir, tu vois. Et du coup, je rejette ça. Je me dis non, c'est pas possible. Je commençais tout juste à m'ouvrir à ça et d'un seul coup, je sens que je me referme comme une huître. Et comme de par hasard, évidemment, suite à la perte de mon fils, je rencontre plein de monde, de nouvelles personnes, des amis et tout, qui sont tous dans la spiritualité. Mais tous, ils sont tous en train de m'offrir un livre, je sais plus comment ça s'appelle, Le Message de l'Ange ou je sais pas quoi, non, Dialogue avec l'Ange, qui est magnifique aussi, des films, etc. Enfin bref, des tonnes et des tonnes, tout me ramène à ça, vraiment tout me ramène à ça. Et donc du coup, que je le veuille ou non, je sens que je suis un peu toujours baignée dans cette espèce de spiritualité. Et à Dakar, du coup, il se passe quelque chose de très intéressant, parce que Dakar, 96% musulmans, 100% animistes, 4% chrétiens. Moi, je suis d'origine catholique, mais sans jamais avoir pratiqué. Enfin, je veux dire, j'ai été baptisée à 2 mois, on va pas demander mon avis. Voilà, allez, ça s'est fait comme ça. Mais par contre, je suis en France, donc forcément, il y a des croyances judéo-chrétiennes très fortes qui sont en France. Donc, je suis baignée dans cette culture judéo-chrétienne. J'arrive en Afrique, pays 96% musulmans. Je sors à l'époque avec un homme qui est kabyle, mais témoin de Jéhovah. Wow. Hyper intéressant en fait. Je baigne dans toute cette culture-là, c'est-à-dire entre la chrétienté, le catholicisme plutôt, le côté musulman, côté témoin Jéhovah, kabyle,
Donc on est algérien, mais non, faut dire kabyle. Ouais. Tu vois, j'ai ce mix culturel, j'ai ce mix religieux qui fait que... Et moi, je suis en pleine reconstruction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait... Tu as tout plein d'énergie qui arrive, qui viennent, des informations. La recherche de sens, en fait. Sûr. Tu vois, je suis en recherche de sens parce que moi, on m'a enlevé mon petit bout, tu vois. Donc je suis vraiment en mode, est-ce que Dieu existe ? Et on m'apporte tout ça. On m'apporte toutes ces cultures, toutes ces religions, tu vois. C'est vraiment une période hyper intéressante. Et donc, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe où je me dis, je me rends compte de tout ça, de tout ce qui m'est offert. Et je me dis, tiens, il me manque un truc, il me manque le protestantisme. Donc, du coup, je reprends en ligne une formation, un master en protestantisme. Waouh, la dame, elle n'a jamais fini d'apprendre. Non, jamais, je suis une éternelle étudiante. C'est incroyable. J'apprends tout ça, tu vois, parce que je me dis, mais finalement, dans toutes ces religions, d'accord, si Dieu existe, déjà, il va falloir qu'on parle un petit peu, mais j'aimerais avoir un petit peu tout ça. Et donc, je reprends cette formation-là. Et puis, il m'arrive quelque chose quand même d'assez extraordinaire, dont j'ai pas parlé pendant mes études. Il m'arrive 2 choses extraordinaires. C'est des amis m'ont encouragé à aller voir une médium, chose auquel je ne croyais absolument pas, parce que pour moi, c'était des charlatans. Et cette médium, je lui ai rien dit. C'est-à-dire qu'elle sait que je m'appelle Séverine. C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. Vraiment, c'était où ça, cette médium ? C'était en Afrique ou c'était... Non, c'était à Lyon, ça. À Lyon, d'accord. Voilà, elle sait juste que je m'appelle Séverine, je rentre dans la pièce, elle me dit « Ah, il vous attendait, il était pressé, il se demandait quand est-ce que vous alliez venir. » Oh, la claque. Et j'ai même pas fermé la porte, en fait. Elle me dit ça. Et je lui dis quoi ? Elle me dit « Vous venez bien voir un petit garçon de 7 ans. » Oh, la claque. Et c'est effectivement l'âge à laquelle est parti mon fils, en fait. Mon Dieu. Et elle savait juste que je m'appelais Séverine. Et ça a été ça pendant 1 heure. C'est-à-dire que je m'avance vers elle et elle me dit il adore la boîte à vos côtés. Je regarde la boîte, c'est une boîte pirate. Et il adorait les pirates. Je m'assois, je suis comme ça, je tremble, je suis dans tous mes états. Là, je me dis attends mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé, mais je reviens sur ce que cette médium te dit. Moi, j'aime bien, je suis un peu arrêté dans les détails. Tu ressens quoi ? À ce moment-là, je prends une claque. Tu connais pas la dame, t'es dans tes croyances, justement, c'est ça en fait. T'es dans tes croyances ou non, et on te dit ça comme ça, mais c'est pas possible. Là, je me prends une grosse claque, je pleure, je commence à pleurer, je tremble, je me dis putain, il se passe un truc de fou. Donc en fait, la vie après la mort existe vraiment, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là. En fait, simultanément à cette même période, il va se passer 2 choses qui vont vraiment être le début de ma quête spirituelle. Wow. Il y a ça, cette médium-là, donc qui me dit ça. Je m'assois et elle me dit il me dit de vous dire que vous avez pris un magnétophone, mais que vous allez oublier. Et effectivement, j'avais pris un magnéto et j'étais dans un tel état que tu parles que je l'avais oublié, quoi. Donc, tu vois, et ça a été ça pendant 1 heure. Pendant 1 heure, elle m'a claque sur claque. Et à cette même période, comme je te l'ai dit, j'ai des amis qui arrêtaient pas de m'apporter des livres, des films sur tout ça et tout. Puis il y en a une, elle me parle de guide spirituel. Moi, je me dis, de guide spirituel, mais de quoi tu parles ? Tu veux dire qu'il y a des mecs invisibles qui sont là et qui sont censés m'aider. Mais les mecs font mal leur taf, là. Je viens de perdre mon fils, tu vois. Donc, tu vois, je me dis, mais de quoi tu me parles ? C'est clair. Et elle me dit, mais tu peux leur parler, parle-leur avant de te coucher. Et forcément, comme voilà, je viens de perdre mon fils, et c'est peut-être 6 mois après le départ de mon fils, tu vois, je suis fatiguée. Donc à un moment, effectivement, je suis claquée, je décide d'aller faire une sieste. Et je leur parle. Je me dis, allez, joue le jeu. Et vraiment, je leur parle. Je sais plus ce que je leur raconte. Je pense que j'étais en train de leur demander justement qu'est-ce que je devais faire de moi-même, de ma vie. Je leur parle et en fait, je m'endors. Et quand je me réveille, le problème, c'est que je me réveille pas dans cette réalité-là. Je me réveille dans le fameux tunnel. Je fais ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, mais sans accident. Non. Donc, je me réveille dans ce fameux tunnel. Je vois cette lumière blanche au bout, en fait. Okay. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'à ce moment-là, je sens que je suis juste une conscience. Je sens que... Enfin, c'est très étrange, parce qu'en fait, je sens que je suis dédoublée. C'est-à-dire que soit je peux porter mon attention sur mon corps, et à ce moment-là, c'est tout noir, mais par contre, je sens que je vibre. Littéralement, mon corps vibre. Soit je porte mon attention dans ce tunnel et à ce moment-là, je n'ai plus de corps, je ne sens plus de vibration, je suis juste une conscience. Et par contre, je suis en observation neutre, c'est-à-dire que je sens que je n'ai plus une conscience humaine. J'ai pas d'émotion, j'ai pas de peur, je me demande pas ce que je fais là, mais j'ai pas d'envie non plus. Je me dis pas, tiens, avance au bout du tunnel et va voir ce qui se passe. Est-ce que je regrette aujourd'hui, tu te doutes bien. Mais à ce moment-là, pas du tout. Je suis vraiment un observateur neutre. J'entends de l'orage. Je porte mon attention sur l'origine de ce bruit. Je m'aperçois que c'est le tunnel.
parce que le tunnel en fait est un tunnel énergétique. Je sens que c'est juste un tunnel énergétique. Et tu étais seule dans ce tunnel et ouais, j'étais seule, complètement seule. Je sens pas de peur, pas de sentiment humain qu'on connaît. Aucun sentiment humain, juste de l'observation pure. Je sens que c'est l'orage, c'est l'énergie du tunnel qui, si ça faisait des arcs électriques en fait, il est bleu, ça fait des arcs électriques et ce bleu s'éclaircit puisqu'il y a cette lumière au bout, quoi. Et je vois cette lumière très très lumineuse, mais pas du tout éblouissante, et juste je suis en position neutre. Et je fais 2-3 allers-retours comme ça, corps, vibration, tout noir, tunnel, observation neutre de ce qui est. Et je fais 2-3 trucs comme ça, je sais pas combien de temps ça dure, 2, 3, 4, 5 minutes, j'en sais rien. J'ai pas de notion de temps. Et puis d'un seul coup, l'expérience s'arrête. Et à ce moment-là, quand cette expérience s'arrête, je sais, j'ai la foi. Ce qui change, c'est que d'un seul coup, j'ai la foi. Je sais qu'il existe quelque chose après ce que l'on appelle la vie terrestre. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre parce que là, clairement, je viens de le vivre en fait. J'ai senti vraiment qu'il y a ça. Wow. Donc, cette rencontre avec cette médium et cette expérience j'aime pas bien dire le mot EMI parce qu'en fait, du coup, moi, j'étais pas en mort, en fait. J'ai atteint cette même expérience, mais sans accident, sans mettre mon corps physique en danger. D'accord ? Mais voilà, on va l'appeler EMI par facilité. Mais ces deux expériences-là, du coup. EMI qui veut dire ? Expérience de mort imminente. Voilà. Okay. Et donc, du coup, ces deux expériences, ça va être le début de la quête spirituelle. Déjà, ça a commencé un peu avec mes questions, parce que forcément, en tant que maman en deuil, c'était est-ce que mon fils est vivant? Si oui, est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Mais là, je le sais. Là, vraiment, à ce moment-là, je sais, et c'est le début de la quête. J'arrive en Afrique, autre culture, on m'apporte absolument plein de cultures sur un plateau, plein de religions sur un plateau. Je décide de reprendre aussi des études, du coup, en protestantisme, histoire d'avoir vraiment un panel complet. Et dans ce cours-là, il y a un cours très intéressant qui s'appelle « Études comparées des religions ». Okay. Et ça, c'était génial. C'était vraiment génial parce que j'ai vraiment... Alors après, attention, ce sont mes croyances et je respecte absolument les croyances de tous, mais vraiment, dans ce cours-là, on comprend en fait que toutes les religions, ont le même message, qui ont un message d'amour, d'acceptation. Aussi bien monothéiste que... Mais dingue, tous, mais qu'elles se sont toutes appuyées aussi les uns sur les autres. Mais bien sûr. Tu vois. Donc moi, quand je constate ça, je me dis, non, en fait, du coup, je peux pas choisir. Puisqu'elles s'appuient tous les unes sur les autres et puis finalement qu'elles ont toutes le même message. Donc en fait, je pourrais en choisir une ou d'autres. Donc c'est pas du tout que je les rejette, c'est que d'un seul coup, je me rends compte que je ne peux pas adhérer à un dogme en fait. C'est pas possible. Et de fait, je deviens spirituelle. Je deviens par nature spirituelle en fait et pas religieuse. Même si justement dans cette spiritualité, j'accueille le fait... Bien sûr, il y a de la foi, de la croyance. Il y a de la foi, il y a du... Ouais, c'est ça. C'est même pas... Alors au début, il y a la croyance, mais il y a surtout cette foi. Il y a cette foi qui porte en fait et qui m'a jamais quittée. Et voilà, et donc du coup, cette foi et cette quête, elle grandit. L'Afrique finit par me fatiguer, cette différence culturelle m'épuise, et donc je décide de rentrer chez moi, parce que s'il y a un truc que justement je supporte pas, c'est qu'on se critique les uns les autres. Moi, c'est hors de question. Quoi. Je veux dire, s'il y a un moment, t'es pas d'accord avec la culture, c'est ok, c'est juste tu arrêtes en fait, tu vois, c'est ok. T'as le droit de ne pas apprécier sur toutes les cultures, tu n'as pas à être d'accord sur tout, c'est ok, mais il y a un moment, par contre, faut respecter les gens, quoi. Donc, je décide de rentrer en France. Je reprends une énième fois mes études, en 3e master, cette fois-ci en stratégie digitale, parce que j'ai envie de quitter ce monde justement de l'enseignement tel qu'il est. En tout cas, voilà, ça me plaît pas. C'est toujours la même chose. Avec ses principes, ses dogmes voilà, aussi, c'est tout ça. Ses dogmes, etc. Tout. À chaque fois, on peut vite retrouver des dogmes dans tout, même dans le pro. Je quitte ça. Finalement, le groupe pour lequel je travaille me rappelle, veut que je retravaille pour lui, etc. Moi, je refuse. Finalement, je finis par accepter un poste qui crée de chef de projet national. Donc cette fois-ci, je resterai en France, mais je travaille pour toutes les écoles françaises, du coup, de ce groupe. Mais je sens qu'il y a un décalage, quoi. Je veux dire, moi, ma foi, ma spiritualité, elle a tellement grandi qu'elle prend énormément de place, et je sens que j'ai vraiment besoin d'aligner qui je suis, c'est-à-dire que je peux plus être éclatée, je peux plus être Séverine pro et puis Séverine perso qui a des pratiques spirituelles, de méditation, de ci, de ça. Tu vois, je sens que ça marche plus, quoi. Wow. Donc à ce moment-là, je rencontre un autre homme, parce que aussi ma vie a été jalonnée d'hommes qui ont toujours été très apprenants pour moi, qui m'ont toujours permis de comprendre certaines choses, de m'ouvrir sur certaines choses. Et cet homme-là, pour le coup, il est médium. Bah oui, maintenant j'y crois, tu parles. et je t'arrête par rapport à ça. C'est que alors, je me rappelle plus du terme, tu vas m'excuser parce que je suis un très mauvais élève. Mais tu disais tout à l'heure en formation, parce que oui, je suis la formation de Séverine, qui est une formation juste exceptionnelle et incroyable. On en reparlera encore tout à l'heure. Et tu dis qu'on attire l'énergie. Ouais, c'est ça.
qu'on a en fait. C'est exactement ça. Je pense vraiment, et ça peut passer, en fait on a tous des parcours d'incarnation très différents, donc il y a des personnes, ça va être au travers des amis, certains au travers des animaux, certains au travers justement des hommes ou des femmes, etc. Moi j'ai vraiment vu que dans mon parcours, à chaque fois j'attirais l'homme qui allait me permettre de comprendre telle ou telle chose sur moi, à travailler, à comprendre, à accepter, ou telle ou telle situation qui va aller me pousser, me développer. Là, tu vois, par exemple, au début, avec Mehdi, c'était dans justement la religion, la culture. Après, avec cet autre homme, c'était justement d'oser me lancer dans la spiritualité, oser me lancer en tant que professionnel dans la spiritualité, etc. Parce que à ce moment-là, le temps passe. Ça fait à peu près 7 ans que mon fils est parti. Je réalise... C'est une période où je commence à réaliser que son départ est un cadeau. Véritablement, ça sert étrange, mais que c'est un cadeau dans le sens où sa venue a fait de moi une femme. J'avais 20 ans, j'étais une enfant. Elle a fait de moi vraiment une femme responsable parce que mon enfance avait été difficile, j'avais pas vraiment eu d'éducation. Donc du coup, j'apprenais sur le tas, le pauvre, sur lui, avec justement toutes les fautes et tout. Et à chaque erreur que je commettais, je me rendais compte, je m'auto-analysais, je me disais, mais attends, c'est vraiment comme ça que tu veux l'élever ? C'est vraiment l'éducation que tu veux lui donner ? Et du coup, il a fait de moi une femme responsable. Et son départ a fait de moi une femme spirituelle. Donc en fait, que ça soit sa vie ou que ça soit sa mort, c'était à chaque fois un cadeau. Il m'a fait, cet enfant, un cadeau extraordinaire de faire de moi une femme complète, véritablement complète. Et à ce moment-là, j'ai vraiment... ça fait 7 ans, je sens que ça va mieux, que je me sens mieux. Et j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'aligner ma vie vers autre chose. Donc au début, je pense à l'écriture, parce que j'ai vraiment une facilité dans l'écriture. Donc je songe à écrire un livre, ce que je fais d'ailleurs. J'écris un livre sur le minimaliste, mais je le trouve tellement nul que je refuse de le publier. parce que je suis quelqu'un de... Ouais, moi je suis dans l'élan, tu vois. Il ne faut pas que le projet dure 3 ans, ça va me gonfler. Ouais, je suis comme ça aussi. Voilà, donc du coup, je l'écris en 3 semaines. La fin me plaît pas, j'ai la flemme de le réécrire, je décide de pas le publier. Mais en fait, c'est pas grave, parce que c'est une période du coup où cette période où j'écris, c'est une période où j'ai du temps. Et ce temps-là, du coup, me permet de lire. Et je tombe sur un livre qui s'appelle du coup Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre de Dolores Cannon. Et cette femme, du coup, c'est une hypnose. Elle fait de l'hypnose spirituelle. Et quand je referme ce livre, il y a vraiment cette double notion. C'est j'ai l'impression d'être une volontaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu sur Terre pour accompagner les personnes, pour ouvrir les consciences. Et 2, j'ai l'impression que son métier, c'est-à-dire faire de l'hypnose spirituelle, c'est le mien, quoi. Je me dis, mais non, mais ce métier, c'est le mien, quoi. Et là, tu as cette révélation-là. C'est cette révélation. Et puis, comme le temps a passé, comme je l'ai dit, toutes ces années, moi, ça a été que de la recherche. C'est quoi une âme sœur ? C'est quoi une incarnation ? C'est quoi le karma, etc. Et puis, il y avait des choses qui me semblaient évidentes, tu vois, vraiment des concepts. C'est le concept, par exemple, de l'incarnation, de la réincarnation et tout. C'était comme si ça, c'était une évidence. Autant, tu vois, les médiums, j'avais un peu de mal. Autant la réincarnation, oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident, c'est quelque chose de facile. Dès l'instant que j'ai eu la foi... c'était comme si c'était, du coup, s'il existe quelque chose après la mort, tu vois, après cette EMI, c'était évident que du coup, on revenait, en fait. C'est clair. Tu vois, donc c'était pas du tout ça, un sujet sur lequel je revenais. C'était plus un sujet de me dire, tu vas faire de l'hypnose, là, sérieusement. Tu vois, je me disais, non, mais je me voyais pas faire de l'hypnose, quoi. Et du coup, donc, tu décides... comment tu décides justement à travers cette foi, à travers ce que tu reçois, à travers ce cadeau, comment tu décides en fait de faire de la formation, même si on sait que tu es une assoiffée de connaissances, mais comment tu décides, toi, de te mettre en fait justement devant le tableau pour pouvoir en fait transmettre ce dont tu apprends? Ça s'est pas fait tout de suite. Déjà, quand je referme ce livre, du coup, je me forme. Ma première formation en hypnose spirituelle, d'accord ? Je me forme tout de suite et je me lance tout de suite. Et c'est vrai que ça fonctionne immédiatement plutôt bien. Sauf que, ça fonctionne bien dans le sens où j'ai des consultants, voilà, je sens que je commence à accompagner les personnes parce que moi, je suis plus apaisée, plus équilibrée. Il y a des choses que j'ai compris par rapport à tout ce que j'ai vécu, etc. Clair. Voilà. Donc, je sens que je peux accompagner, même si, bien évidemment, je continue de travailler sur moi. Parce que il y a 2 choses, c'est que je continue toujours de travailler sur moi et je suis toujours une éternelle étudiante. Sauf que je me rends compte que cette formation, elle n'est pas complète. Voilà. Je m'aperçois vraiment qu'il y a des choses, il y a des manquements, quoi. Et pour moi, une séance sur 2, au début, c'est un échec. C'est atroce, quoi. J'ai envie d'accompagner. Je suis en plus quelqu'un de très perfectionniste et je sens que je n'accompagne pas aussi bien que j'aimerais le faire. Donc, je m'analyse beaucoup, je demande
demandes, je fais des feedbacks à mes consultants et tout. Et à force de creuser, je m'aperçois déjà une chose hyper importante, c'est qu'en fait, je fais pas de l'hypnose, je fais de la méditation guidée, ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir, exactement. Donc, je reprends mes études en hypnose technique. Et c'est reparti. Donc, je me fais bien 2-3 formations d'hypnose juste pour apprendre l'hypnose purement technique. Et puis, je continue de creuser parce que, par exemple, je sens que les séances bloquent sur certains détails et je comprends pas pourquoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Et je découvre ce concept d'entités, de défunts qui sont parfois accrochés à nous. C'est-à-dire que, des fois, on a ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, nos morts, en fait, nos proches, nos décédés, puis qui restent, en fait, qui sont pas remontés dans la lumière, qui sont pas remontés avec leur famille d'âme, mais qui sont restés sur les plans terrestres accrochés à nos corps. Alors, puisque moi, je suis de la formation, je commence en fait à m'habituer à ce vocabulaire exactement nouveau, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'y connaissent absolument rien. Ils sont tombés sur ce podcast par hasard, ils ont adoré ta jolie voix et ma belle voix aussi, et ils se disent « Ah, ça m'intéresse, je vais aller jusqu'au bout de ce podcast ». Et là, ils tombent sur cette partie. Ouais. Est-ce que tu peux vraiment, très rapidement, rentrer un peu plus dans les détails quand tu parles de défunt, quand tu parles de mort, quand tu parles de réincarnation? On t'écoute. Ouais, t'as raison. C'est vraiment important parce qu'effectivement, moi, je ne traîne tellement que dans ce milieu-là que c'est des évidences. Mais c'est pas forcément des évidences quand on peut découvrir tout ça. Donc, on meurt. Ouais. Alors, attention. Déjà, c'est important de dire que ce sont des concepts, ce sont des croyances à laquelle on a le droit d'adhérer ou pas. On est d'accord, oui. C'est très important de le dire. Ça doit commencer par là, par le respect, effectivement, des croyances de chacun. Mais moi, parce que forcément, pour moi, finalement, tout ça, c'est que des concepts. Même aujourd'hui, j'en suis arrivée à un point où je sais que c'est que des concepts parce que j'ai réalisé en fait qu'il n'y a que l'un, qu'il n'y a vraiment que ce qu'on appelle le grand tout, ce un unique en tout et en toute chose, c'est-à-dire qui sont aussi bien dans ces concepts, mais qui sont aussi bien dans l'homme qui est cartésien, d'accord? Ce grand tout, ce un, il est dans tous les concepts. Qui est toi, qui est moi. Absolument. Qui est même ce micro. Qui est tout ce qui nous entoure, tout ce qui est matière. Tout. Donc c'est un. C'est un. Et du coup, l'homme cartésien, c'est le un. Ces c'est le un. Et pareil, comme je t'ai dit un peu tout à l'heure en off, on va vraiment essorer tout ça. Qu'est-ce que tu appelles homme cartésien? Vraiment, l'homme cartésien, c'est l'homme qui n'a pas de croyance. Qui a décidé, parce que en fait, c'est pas vrai. C'est pas qu'il n'a pas de croyance. C'est qu'il a décidé en fait de ne pas avoir de croyance. Non, il en a. Sauf que ses croyances, c'est de ne pas avoir de croyances religieuses, spirituelles, dogmatiques à ce niveau-là. Mais c'est une croyance. Des questions pour vraiment. Mais tu as raison, c'est très intéressant. Avoir justement. Et en fait, c'est une croyance. Il a des croyances, mais il a des croyances qui sont différentes. Super. Et qui pour lui, du coup, c'est Dieu n'existe pas, par exemple. Ok. Donc on parle de ce un. On parle de ce un. Cet homme cartésien. Voilà. Mais revenons justement du coup à ces concepts, par exemple, de vie après la mort, d'incarnation, etc. Parce que, comme je l'ai dit, les deux existent. C'est-à-dire, on peut croire en la vie après la mort, on peut croire aux religions, on peut être spirituel, et on peut ne croire en rien, et on peut se poser des questions. C'est-à-dire, je ne crois pas en Dieu, mais je me demande si Dieu existe. Et ça s'appelle les agnostiques. Les agnostiques. Les agnostiques qui se posent... Donc, il y a les athées qui disent « je ne crois pas en Dieu », il y a les agnostiques qui se posent la question, et puis il va y avoir les croyants, et dans ces croyants, on va trouver toutes les religions. Qui ne se posent plus de questions. Au final, les croyants, ils savent que Dieu existe, donc c'est tout droit, il faut que je pratique. Alors, ça dépend de ta foi. Là, j'idéalise, bien entendu. Tu vois, exactement, parce qu'il y a toute une palette, effectivement, de foi aussi, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, qui vont croire en Dieu. Voilà, il y a des personnes qui vont croire, et puis ça passe par la religion, et puis ça passe, pareil, plus ou moins extrême, la religion, c'est toujours pareil, et puis ça passe également par la spiritualité, et dans cette spiritualité, il y a aussi des croyances qui sont plus ou moins extrêmes, parce que c'est ça qui est génial, c'est que ce grand un, il s'expérimente en tout, en fait, absolument en tout. Mais reparlons justement de celles qui, moi, m'ont nourri, celles qui, du coup, d'une certaine façon, m'ont sauvé la vie, parce que moi, elles m'ont reconstruite à la mort de mon fils, tu vois. Ouais. Et du coup, dans ces croyances-là, qui restent du coup des croyances et qui sont les miennes, il y avait cette notion de réincarnation. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas qu'un corps matériel, d'accord ? C'est là où je sors justement du côté cartésien. On n'est pas qu'un corps matériel, physique, et que après la mort de ce corps, que je ne vois finalement que comme un véhicule. Alors, un véhicule que je respecte, parce que ce corps, il a une conscience en soi, puisque ce corps, c'est aussi le 1. D'accord ? Donc ce corps a une conscience et je le respecte, mais ce corps est un véhicule. C'est une voiture dans laquelle, justement, ma conscience, ce grand 1, a décidé de faire une expérience. Ok ? Mais à l'époque, moi, j'en suis pas au grand 1. Ça, c'est plus tard. À l'époque, j'en suis mon âme.
dans lequel mon âme a décidé de faire une expérience. En l'occurrence, là, l'expérience de Séverine. Ok. Et je fais mes petits bouts de chemin vie après vie, d'accord. Et quand je meurs, quand je quitte ce corps, eh bien, il se passe quelque chose d'autre. En fait, on ne meurt pas, on change d'état. C'est-à-dire qu'on est dans un état dense, la matière, le corps, et on passe à un autre corps, des corps de lumière qui sont l'âme. D'accord ? Et cette âme, c'est encore un corps, il est plus subtil, mais c'est encore un corps, il a encore une vie. Il vit, du coup, plusieurs vies. Il vit plusieurs vies pour se rappeler qui il est vraiment. Et qui il est vraiment, c'est ce grand un. D'accord ? Donc voilà ce que je crois. Sauf que, voilà, le fait d'oublier, le fait que quand cette âme vient s'incarner dans ce corps physique, ce corps de matière, c'est tellement dense qu'il oublie. Il oublie qu'il est un grand un, ça c'est sûr, mais il oublie même qu'il est une âme, en fait, qu'il est autre chose. Et dans cet oubli, du coup, eh bien, c'est cet oubli qui va générer la dualité, qui va générer le fait qu'il pense qu'il est séparé de ses autres frères, qu'il est séparé de cette table, de ce micro, des animaux. Et c'est cet oubli-là, le fait qu'il pense qu'il est séparé, fait qu'il va des fois pas bien, pas bien, c'est déjà même un jugement, mais qui va se comporter de façon qui peut être souffrante pour d'autres êtres. D'accord ? Il va pouvoir avoir des comportements, il peut avoir des propos. C'est très profond, c'est très spirituel. Merci. Je sais pas, mais c'est en fait, c'est vraiment ça. Il peut avoir des propos, des comportements qui peuvent être souffrants pour d'autres êtres. Et ça, cette science que tu as aujourd'hui, tu l'as pris, on te l'a révélé, tu l'as reçu. Alors les deux. D'accord. Parce qu'en fait, les deux, parce que ça a commencé au début par, tu vois, au début c'est expérientiel, moi. Tu vois, il y a cette médium, il y a cette expérience de hors du corps qui fait que là c'est expérientiel. Je sais qu'il y a quelque chose de subtil, puisque je l'ai vécu, d'accord ? Puis après, il y a cette quête. Et dans cette quête, il m'arrive tout plein d'autres expériences. Par exemple, je fais 3 sorties hors du corps. C'est énorme. Donc, quand tu fais des sorties hors du corps, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en fait, tu vas te coucher et puis tu fais des exercices, souvent de respiration, etc. Ou en tout cas, tu fais certains exercices psychiques, de méditation et tout, pour que ton âme, justement, ce qu'on appelle les corps de lumière, sorte de ton corps physique afin ensuite de... C'était voulu, du coup ? Moi, c'était voulu, puisque j'ai fait des exercices et j'ai vu que ça avait marché. Donc, quand tu fais ce genre d'expérience... Mais il faut quand même atteindre un niveau de spiritualité, un niveau pour les hommes de foi, parce que je sais que dans la religion, moi je suis croyant, ça existe aussi. Ça existe aussi, il faut quand même avoir à atteindre un certain niveau. C'est pas un exercice aussi facile que n'importe quel mortel peut arriver à faire. Alors en fait, si, n'importe quel mortel peut le faire, par contre, tout le monde ne choisit pas cette voie. D'accord. C'est de la volonté, en fait. Bien sûr. Parce que finalement, c'est quoi ? C'est des pratiques spirituelles. Et puis, c'est les lectures. Qu'est-ce que tu lis ? Comment tu nourris ? Peut-être que ce serait plus malin d'arrêter Netflix et de regarder la chaîne Gaïa, par exemple, qui sont à fond dans les documentaires, justement, spirituels. Peut-être qu'il faut changer de lecture. C'est juste ça. Moi, par exemple, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je n'écoute pas des informations ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien, d'accord ? Donc, moi, mais je fais attention à mes lectures, je fais attention à ma nourriture spirituelle et intellectuelle. D'accord ? Donc tout ça, effectivement, c'est un cheminement où cette nourriture intellectuelle vient nourrir mes expériences, parce que du coup, il y a les deux, en fait. Je fais des exercices pratiques de méditation, d'exercices de sortie hors du corps, etc., pour nourrir finalement les deux. C'est toujours une question d'équilibre, c'est-à-dire que vraiment, il y a l'aspect intellectuel, donc je le sais. D'accord ? Et puis, je le crois parce que justement, je le lis. Et puis, à un moment, je le sais parce que justement, je le pratique, en fait. Je le vis expérientiellement. Mais c'est vrai que par contre, tout ça, la réincarnation, etc., ça, c'est d'une certaine façon, je le crois. Je le crois au vu de toutes mes lectures, etc. Mais puis, je deviens praticienne en hypnose spirituelle. Et du coup, là, je le crois parce que je le vois tous les jours dans mon cabinet que les gens, quand je les mets en hypnose, ils vont visiter d'autres vies. Donc, je ne l'expérimente pas personnellement, parce que par contre, en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que avant, au tout début, j'étais très peu sensible à l'hypnose, donc il a vraiment fallu justement que je travaille ça, que je travaille ma sensibilité hypnotique, mais au début, du coup, c'était vraiment parfois, quoi. C'était vraiment ça. Et du coup, dans ces croyances-là, on n'est pas qu'un corps physique, on n'est pas qu'un corps matériel, notre âme, on est un corps de lumière, et on va se réincarner encore et encore et encore pour se remémorer qui l'on est vraiment, notre nature véritable, c'est-à-dire ce grand un, ce grand tout, d'accord ? Sauf que du coup, entre-temps, comme on s'est oublié, on a pu avoir des comportements ou des propos qui ont fait souffrir d'autres personnes, et bienvenue le karma. C'est comme ça qu'en fait, le karma, c'est juste quelque chose de très mécanique, c'est-à-dire qu'on a
déséquilibrer certaines choses et du coup on va le rééquilibrer. Du coup c'est vraiment le samsara, hein. C'est dharma, karma qu'on rééquilibre constamment, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on apprend, parce que c'est aussi comme ça qu'on se rappelle, c'est-à-dire que on va vivre des cycles d'apprentissage où par exemple, hein, ce que je vous disais en cours aujourd'hui, c'est que par exemple on va vivre le cycle d'apprentissage sur l'énergie argent, sur le concept argent, et du coup on va se faire des vies où on va être extrêmement riche mais extrêmement avare, extrêmement riche mais extrêmement philanthrope, et puis extrêmement pauvre, même voire sans domicile fixe, et puis des vies où on va être entre les deux, etc. Et en fait, on va apprendre, expérimenter le concept argent sous toutes ses formes. Et on va expérimenter comme ça plein de choses, vraiment tout plein de choses, l'argent, voilà, sur tout plein de sujets, mais dans tous les cas, toutes ces expériences, tous ces retours à chaque fois à la Terre, ça n'est fait. Et puis on expérimente, ah là là, je vais peut-être partir un peu trop loin, mais j'ose, allez, c'est parti. Allez, on est parti. Des fois, on n'expérimente pas que sur Terre. Des fois, on expérimente dans d'autres plans, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Bon, je n'irai peut-être pas plus loin, mais il faut le savoir, il n'y a pas justement que la Terre. Il y a aussi nos frères galactiques. Hein. On est tous frères sur Terre, mais on est aussi tous frères ailleurs, sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, sur d'autres planètes. Et nos expériences ne se passent pas que sur Terre. Et puis surtout, elles ne sont pas linéaires. Parce que le côté linéaire, le temps, l'espace, ça n'existe que sur Terre, en fait, dans cette illusion terrestre. Peu importe qu'on croit ou qu'on ne croit pas à ce que tu es en train de dire, moi, de mon point de vue assez un peu comme toi, où du coup je reçois beaucoup de choses à travers la religion. Je suis aussi j'ai né catholique, évangélique, et je suis à la quête et à la reconquête de ma spiritualité, et j'y arrive. Je suis parti, j'ai voyagé un peu partout, en Asie, en Afrique, en Amérique et autres. Donc aussi pareil, avec beaucoup de transmission et de partage culturel, spirituel et autres. Il y a une chose qui est intéressante sur ce que tu dis, notamment quand tu parles de voyage au-delà même de la Terre, c'est que la Bible nous dit qu'il y a 7 cieux et 7 terres. Ok, d'accord. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a 7 dimensions et que nous, hommes, on est dans une dimension. Et que les autres cieux, donc les autres étapes spirituelles de pureté et autres, ne sont pas... existent, mais on ne peut pas aller comme ça. Moi, ça fait sens, en tout cas, dans ce que tu es en train de dire. Après, avec tes mots à toi, avec mon interprétation à moi et l'interprétation de vous, chers auditeurs, je suis sûr et certain, ça ferait aussi sens. Mais il n'y a pas que les chrétiens évangéliques qui pensent ça, parce que tu vois, par exemple, Diana Stibal, qui a créé le Theta Healing, donc une méthode pour apprendre à canaliser, d'accord, elle parle de ces 7 niveaux. Il y a Elizabeth H qui a écrit le livre Initiation qui parle de ces 7 niveaux. Donc, c'est pas un concept pour moi qui est étonnant, en fait, tu vois. Moi, par contre, aujourd'hui, dans l'état de mes connaissances, je serais pas capable de te dire il y en a 7, il y en a 25, quoi. Tu vois, vraiment, sincèrement, ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a. Je le sens. Parce que déjà, ne serait-ce que quand je fais une sortie hors du corps, c'est bien que je change d'état. Juste ça, tu vois, je change d'état. On va aller, et puis très rapidement, on va aller doucement sur un peu la fin de notre podcast pour parler rapidement, pour le coup, de cette Séverine entrepreneur qui a une vision sur la transmission, la pédagogie de son savoir à travers son expérience passée. Comment le déclic, parce qu'on a dit, arrive, parce que madame a 3, 4, combien de masters en tout ? 3 masters. Donc, 3 masters, c'est ça incroyable. fait des petites formations. Non mais ça justement, tu vois, ça c'était... Et là, tu vois, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'avais un problème de légitimité, en fait. Parce que je sortais d'une famille qui n'avait jamais fait d'études, parce que j'ai senti des plafonds de verre au-dessus de moi, justement, à cause de ce niveau d'études. Il y a un moment, du coup, c'était vraiment la course au diplôme. Alors qu'aujourd'hui, je suis toujours une éternelle étudiante, mais je ne cherche plus le diplôme. J'en ai plus besoin. Aujourd'hui, si je fais une formation, c'est pas pour un diplôme. Je fais une formation parce que soit elle me passionne, soit parce que je sens qu'elle peut m'aider à mieux accompagner, ou qu'elle peut m'aider à mieux encore saisir justement ma spiritualité. Enfin, finalement, qui je suis vraiment. Tu vois. Comment on en est venu à ça ? Après avoir fait toutes ces formations, après avoir fait également de la psychologie, parce que du coup, je suis venue là, forcément, je suis venue à des approches psychologiques avec la maïeusthésie, par exemple, parce que c'était impossible pour moi d'accueillir autant de traumas tous les jours dans mon cabinet et de pas savoir accueillir des êtres qui étaient parfois vraiment très traumatisés. En fait, l'hypnose transpersonnelle, du coup, c'est l'approche que j'ai fondée. C'était un mix de tout ça, quoi. Je voyais bien que toutes les formations que je suivais, elles n'étaient pas complètes, etc.
etc. Et ça me frustrait, en fait. Ça me frustrait vraiment. Donc, du coup, il y a un moment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, là. Tout ce temps, toute cette énergie, tout cet argent aussi à me former. Et il n'y a pas une seule formation complète d'hypnose spirituelle sur le marché et tout, tu vois. Bon, à l'époque, je connaissais pas le Sésame, qui, je pense aussi, est quand même une très bonne école. Mais voilà, vraiment, il y a cette notion-là où je me disais, non, vraiment, il y a un truc qui me va pas. Et donc, du coup, j'ai entendu en claire audience, donc c'est-à-dire que en médiumnité, on va dire en canalisation, j'ai entendu qu'est-ce que t'attends quoi ? Qu'est-ce que t'attends pour créer ta formation ? Et un peu sur le coup de l'ego, un peu sur le coup de la colère, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire cette formation. Je me suis arrêtée 6 mois après en me disant attends, t'es sûre là ? Quelqu'un va être intéressé par ça parce que là tu passes tout ton temps. Ça a été vraiment 1 an et demi, jour et nuit. C'est-à-dire vraiment, je me levais à 7h, je me couchais à 2h, je faisais ça 7 jours sur 7. C'est d'ailleurs là où tu vois que j'étais portée par quelque chose, par un élan, parce que moi d'habitude il faut que ça aille vite quoi. Là ça a été 1 an et demi non-stop de travail de 7h du matin à 2h du matin et du coup c'était vraiment, j'étais portée par cet élan là et en fait non, quand j'ai lancé la formation ça a rencontré tout de suite un succès, ça résonnait, et même tu vois à chaque fois que je l'anime, parce que du coup on suit cette formation ensemble à Paris, à chaque fois que je l'anime je sens toujours que j'ai autant d'énergie, je sens qu'elle est complète, je sens la qualité et je sens vraiment à quel point elle est aidante, à quel point elle est accompagnante, parce que y a certaines personnes qui n'en auront jamais besoin pour réaliser qui ils sont vraiment, mais il y a des personnes qui ont besoin justement de phases, d'étapes dans leur vie pour réaliser qui ils sont. Et tu vois, récemment j'ai découvert, toujours plus loin parce que je continue toujours de travailler, j'ai découvert les thérapies psychédéliques, on pourra en parler un petit peu après si tu veux, mais j'ai réalisé grâce aux thérapies psychédéliques qui m'a fait du coup enfin cette expérience de l'un, qui m'a fait vivre ce qu'on appelle le samadhi, l'éveil, l'illumination, eh bien, en reconnectant ce tout que tu es, que je suis, que nous sommes tous en fait, j'ai réalisé que pour moi, et pour beaucoup d'entre nous en ce moment, ça devait passer par certaines étapes, et certaines étapes souvent, c'était justement d'abord le côté un peu psychologique, voire psychologie transpersonnelle que j'apporte aussi, et par la maïeusthésie et en hypnose transpersonnelle, où on va aller reconnecter peut-être d'abord son enfant intérieur, puis son transgénérationnel, son intergénérationnel, puis passer après à quelque chose de vraiment transpersonnel avec par exemple l'exploration d'autres vies, des échanges avec le guide spirituel, des échanges avec des défunts, des échanges avec notre conscience supérieure. Et enfin, une fois qu'on a compris qu'on n'était pas, donc on nettoie un peu d'abord devant sa porte ce qui se passe dans notre vie présente, et puis après on va un peu nettoyer justement tout ce qui est en lien avec notre âme, l'histoire de notre âme. Et en fait après, quand on veut pousser plus loin, on se rend compte que tout ça, mais vraiment tout ça, toutes les épreuves qu'on a vécues, mais tous les concepts également qui nous ont soutenus durant tout ce chemin, eh bien en fait tout ça, c'est le tout, absolument le tout. C'est-à-dire qu'en fait on est ces épreuves que l'on s'est mis sur son chemin pour se rappeler qui l'on est. On est ces concepts sur lesquels on s'est appuyé pour se rappeler qui l'on est. Mais tout ça, en fait, c'est la grande illusion. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est réel, on souffre vraiment, etc. Mais ce qui n'est pas réel, c'est de se croire séparé, en fait. Et je ne suis pas plus séparée de cette gourde que je ne le suis de toi, de tes lunettes. Je suis ce tout là en fait. Et quand on vit cette illumination, cet éveil, eh bien c'est ça qu'on reconnecte. C'est même pas un état, on est en fait. Je suis. C'est on est. Et le seul. On est. Ça me fait penser un peu de manière complètement différente, au film Avatar, qui est un film rempli de spiritualité malgré tout, malgré ce qu'on peut penser, avec beaucoup... Très spirituel. Et il y a, je crois, l'arbre de vie, comment il s'appelle, ils disent beaucoup. Oui. Je te vois, on est un, on est le seul. Beaucoup cette chose très spirituelle qui fait sens, en fait, avec ce que tu es en train de dire. Donc voilà. Mais j'ai envie de te poser une question. Donc tu vois ce qu'on est en train de se dire. Donc certaines personnes qui ne sont absolument pas dans la spiritualité ou qui sont dans autre chose peuvent penser que c'est un peu limite gourou, satanique, un peu bizarre. Est-ce que tu as déjà eu à faire justement face à des personnes un peu virulentes où du coup il y a des confrontations, des contre-idées? Comment ça se passe? Mais tout le temps. Ouais. Mais moi, j'ai des gens qui m'ont dit, tu as monté une secte en fait. Tu as monté une secte, c'était un gourou, etc., etc. J'ai des amis qui me taquinent tranquillement en me disant, mais t'as créé un truc qui n'existe pas et les gens te paient pour ça, c'est incroyable, tu vois. Donc honnêtement, tout le temps. Non, et oui, ok, oui, c'est vrai, ça c'est arrivé, il y a des gens qui m'ont dit ça. En fait, ils ont le droit, parce que je suis aussi ces personnes-là. D'accord. Je suis ces personnes-là.
Je suis tout. Je suis tout. Donc, je suis leur croyance, je suis leur colère, je suis leur doute. Je suis ces personnes-là parce que le tout s'expérimente dans le tout. Dans le tout, en bien fait. sûr. Et d'ailleurs, c'est ça la beauté. C'est vraiment ce côté, c'est l'unique dans la diversité, quoi. C'est l'un dans la diversité. Donc, moi, ces personnes-là, quand j'ai débuté, bien sûr, j'en étais pas là. J'avais pas fait mon expérience d'éveil, etc. Donc, du coup, au début, j'étais, mais si, les vies après la mort, ça existe, et j'essayais de convaincre, en fait. Puis après, au fil de mes compréhensions, j'ai compris que convaincre, c'était essayer finalement d'enlever la pertinence de l'autre, son fondement cognitif. Et en fait, il a raison de penser ce qu'il pense. Genre, je veux dire, par rapport à qui il est, son vécu et tout, mais c'est même pas il a le droit, c'est il a raison. Il a pas raison dans l'absolu. Attention, d'accord. Mais il y a une raison pour laquelle il pense comme ça, parce que qui il est, son éducation, ses expériences personnelles fait que ces filtres de la réalité sont comme ça. Et on a tous des filtres de la réalité, on a tous une carte du monde. Donc c'est pas la peine de se battre contre la carte du monde de l'autre. Ce qui est important, c'est justement d'accepter que l'autre est différent de moi, et c'est ok, et de dire, on vous demande pas d'accepter tous les autres, puisqu'on a le droit de ne pas être d'accord avec certaines cartes du monde, une certaine vision, d'accord. Par contre, ce qui est important, c'est d'accepter que l'autre est différent et que c'est ok, parce que l'autre, par rapport à son contexte socioculturel, par rapport à ses expériences personnelles, par rapport à sa sensorialité corporelle, etc., forcément, il filtre la réalité objective pour en faire ensuite, finalement, une réalité subjective en fait. Et c'est ok, mais on fait tous ça. Mais ce serait d'un ennui affreux si on était tous les mêmes. En fait, ça n'aurait aucun intérêt. Aucun intérêt, donc, aucun sens même. Moi, les gens qui me font ça, je leur dis ok. C'est ok. Et puis aujourd'hui, de toute façon, mon niveau de conscience fait que je leur dis ok, parce que de toute façon, je suis cette colère. Waouh. Merci en tout cas. Merci infiniment de t'être confié. Merci pour ce voyage. Merci pour ce temps d'échange qui était, à mes yeux, très, très important. C'est pour ça que tu es sur Paris à la Porte de la Villette pour faire ta formation. C'est pas la première fois que tu viens ici. Je me suis dit, mais la prochaine fois que je chope cette dame podcast, je m'en fous. Les gens ne voient pas, on est dans un... J'ai monté rapidement la salle et je dis, allez, podcast, mais merci à toi. Merci à toi. Et pour terminer, avant de parler très rapidement de où on peut te retrouver, tes réseaux, j'aimerais bien que tu nous donnes en fait un petit conseil. Et on va revenir sur ce cadeau que tu as reçu de la disparition tragique de ton fils. Et pour toutes ces mamans, papas ou personnes qui traversent vraiment une épreuve très difficile et qui, pour eux, à leurs yeux, c'est insurmontable. Qu'est-ce que tu peux leur dire de manière très instinctive, avec le cœur, comme tu nous as appris lors de la formation? Quel mot tu peux leur dire? Déjà d'accepter leur peine, de ne pas la nier, vraiment. Ça va être... j'aurais envie vraiment de faire ça, parce que la chose la plus terrible qui puisse être faite, c'est d'essayer de la cacher ou d'essayer de la nier, de porter un masque. C'est très difficile quand on vient de perdre un enfant, par exemple, les premiers sourires c'est extrêmement compliqué parce qu'on a honte de sourire. Comment on peut se permettre de sourire alors qu'on vient de perdre un enfant, tu vois? Et en fait, déjà c'est ça, c'est de ne pas cacher leur peine. Déjà, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Oh là là, il faut que je montre, que je fasse bonne figure, etc. etc. » Donc ça, c'est la première chose, c'est « Vous êtes en peine, c'est ok en fait. » D'accord? Ça, c'est la première. Par contre, maintenant, après, c'est de vivre. C'est-à-dire que si vous avez envie de vivre, si vous avez envie de sourire, etc., faites-le. Parce qu'en fait, il n'y a personne pour vous juger le fait que d'un seul coup, vous ayez un éclat de rire alors que vous avez perdu un enfant, en fait. Il y a vraiment pas à se cacher d'avoir de la peine, mais il n'y a pas à se cacher non plus à avoir cette volonté de vivre. Parce que c'est aussi, d'une certaine façon, le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux êtres chers qui sont partis, justement, c'est de vivre. Parce qu'eux n'ont peut-être pas eu cette chance. Ok, merci. Deuxième chose, pareil, message, conseil, avec ton cœur, au jeune entrepreneur qui, lui, a peur de se lancer, qui, lui, hésite de se lancer, qui, lui, il a cette intuition, l'envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux lui dire? La peur n'empêche pas le danger, déjà. La peur, c'est la peur de quoi? Il faut aller la décortiquer, en fait. J'ai peur de quoi fondamentalement? Parce qu'en fait, il n'y a que 8% des peurs qui sont réelles.
D'accord ? Donc la peur, en fait, ce qui est dommage, c'est que souvent elle est paralysante, mais elle est surtout sur quelque chose qui n'existe pas. Soit elle n'existe pas, parce qu'elle est sur un futur qui n'existera peut-être jamais, soit elle provient en fait d'une peur qui est plus profonde, c'est-à-dire en fait qui est rattachée à un événement par exemple traumatique de notre passé, et dans ce cas-là c'est génial, c'est une opportunité d'aller travailler sur ça, d'accord ? Donc déjà décortiquer la peur. Ensuite, rester sur l'instant présent en fait, décortiquer les tâches. Moi je vois quand il y avait tellement à faire au début, en fait ok, j'avais fait la liste des grandes tâches, le grand plan, et puis après j'avais fait des sous-plans. Mais une fois que le sous-plan il était fait, c'était étape par étape en fait. C'est vraiment pas à pas, parce qu'un jour on se retourne et en fait on se rend compte de tout ce qu'on a fait en fait. Moi, il y a un jour je me suis retournée, la formation hypnose transpersonnelle elle était écrite, mais ça m'a pris 1 an et demi. Si vraiment sincèrement, si au début j'avais vu le temps, l'énergie que ça m'a demandé, je l'aurais jamais fait, mais jamais. Et c'est vraiment quand je me suis retournée que je me suis dit ah ouais. Non mais voilà, donc c'est vraiment le côté pas à pas, décortiquer vos peurs, rester dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, tout va bien. Généralement, dans l'instant présent, tout va bien. Vous avez un toit, vous avez à manger, tout va bien. Donc bien rester centré sur l'instant présent, écrire ce plan, vraiment, écrire tout le plan, toutes les étapes, toutes les sous-étapes, mais une fois que c'est fait, c'est bon, on s'en occupe plus. On se prend juste module, j'ai envie de dire après module, et on fait étape par étape. Parce que comme ça, un jour, on se retourne. Et si ensuite, allez, imaginons, il y a échec. Mais ça arrive en fait. Mais c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Qu'est-ce que vous a permis d'apprendre justement ce que vous considérez comme un échec ? Quelle est la leçon à retirer ? Parce que finalement, cet échec-là, ça se trouve, ça vous a fait gagner 10 ans de vie pour un autre projet. D'accord ? Donc, ne le voyez pas comme un échec. Voyez-le comme un apprentissage. Et j'ai vraiment envie, c'est un peu facile, mais c'est tellement approprié. Soit j'apprends, c'est Mandela qui dit ça. C'est ça, d'accord ? C'est soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Dernier petit conseil, grand conseil, parce qu'avec Séverine, il n'y a rien de petit, tellement généreuse. Cette personne qui est à la recherche de sa spiritualité. Ouais. Cette personne qui est complètement un peu, pas perdue, parce qu'on a utilisé un peu trop ce mot-là, mais cette personne qui est en questionnement, de manière existentielle. Ouais. Qui a reçu du coup une religion, une foi, une croyance, et aujourd'hui qui a envie de s'en détacher parce que il voit que ça ne répond plus à son besoin. Et c'est Malcolm X qui disait que si une église ne répond plus aux besoins de sa jeune génération, cette église a échoué à sa mission. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ce monsieur ou cette dame qui est à la quête de sa spiritualité ? La première, c'est toujours d'aller décortiquer. C'est tout à fait OK de quitter, une croyance, de quitter un dogme, de quitter une religion, de tout quitter. C'est OK de quitter un mari, tout est OK. Personne ne vous jugera, puisque je rappelle, il n'y a que l'un. Et un, c'est le grand tout, c'est Dieu. Et Dieu ne juge personne. Donc personne ne vous jugera, en fait. Sinon, les êtres humains qui 95% ont oublié qu'ils sont ce un, justement. D'accord ? Donc il n'y a rien à juger. Par contre, décortiquer. Qu'est-ce qui vous a déplu, justement, déjà ? Qu'est-ce qui vous a déplu dans ce dogme, dans cette religion, etc. Parce que ça, c'est intéressant. Parce que se dire, OK, ça me plaît pas, et de pas analyser ce qui ne va pas, finalement, c'est risquer de repartir dans un autre travers, dans un autre extrême, et finalement de ne pas se connaître, d'accord ? De ne pas se découvrir. Donc déjà, c'est ça. C'est vraiment le côté, qu'est-ce qui m'a déplu ? Qu'est-ce qui me déplaît ? Qu'est-ce qui me dérange ? Qu'est-ce que je recherche au final ? Parce que c'est comme ça. Et ensuite, toujours, c'est écoutez-vous. Et écoutez-vous, ça passe pas par la tête, en fait. C'est forcément par le cœur. C'est forcément par le cœur. Donc moi, je suis quelqu'un qui j'en suis là où j'en suis parce qu'en fait, j'écoute cette intuition, j'écoute ce cœur-là. Et le cœur ne ment jamais, d'accord ? Le mental, justement, il va être dans les peurs. Oui, mais si, je risque de ci, je risque de ça, etc. Ou alors, il va être dans l'ego, il va être, il va être dans des croyances, etc., etc. Le cœur ne ment jamais. Le cœur ne ment jamais. Donc vraiment, écoutez-vous. Même si tout autour de vous vous dit l'inverse. D'accord ? Si votre cœur, c'est ce qu'il dit, même si tout autour de vous, vous avez l'impression que personne ne pense comme vous, écoutez-vous. Je veux dire, moi, je m'intéresse de plus en plus aux thérapies psychédéliques, mais les gens me regardent avec des yeux, mais grands comme ça, genre, tu te drogues. D'accord ? Et OK, c'est ta vision. Tu vois les choses comme ça parce que moi, je sais que c'est pas des drogues, je sais que c'est des médecines sacrées, en fait. Et je sais qu'il y a eu un amalgame de fait dans les années 70, etc., etc. Et du coup, comme de par hasard, en ce moment... on s'intéresse aux thérapies psychédéliques, on en parle de plus en plus, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment une notion à chaque fois de se dire, écoutez-vous, moi, si j'avais dû
faire attention au regard des autres. Alors vous doutez bien déjà que je ne serais pas partie en Australie en laissant mon fils. Je ne serais pas allée justement à monter une formation d'hypnose spirituelle parce que tu comprends comment tu peux abandonner un statut de chef de projet national, de directrice générale d'école, etc. etc. Vous voyez, c'est parce que ça a été pas facile au début d'abandonner le salaire, le statut, etc. C'est clair. Mais tout ça, c'est du flan, vous le ramènerez pas en fait. Tout ça, la seule chose qui va compter in fine dans votre vie, c'est quelles ont été vos interactions avec les autres. Qu'est-ce que vous avez apporté en bien, en service, en amour, en échange. C'est la seule chose qui va rester, hein. Vraiment, la seule. Waouh! Et sur ces belles paroles, nous allons devoir nous laisser, Séverine. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux si toutes ces personnes qui nous écoutent souhaitent te rencontrer, souhaitent échanger, souhaitent être formées, où on peut où on peut te voir? Alors, j'ai le site web, tout simplement www.séverinebarbier.com. Pour la formation hypnose transpersonnelle, www.hypnosetranspersonnelle.com. Vous me trouvez sur séverine.barbier sur Facebook et également sur Instagram. Et puis, depuis peu, du coup, j'ai une grande chaîne YouTube aussi, Séverine Barbier, qui traite justement des séances, où il y a des séances, il y a plus de 275 séances de l'hypnose transpersonnelle dessus, des conférences, etc. Sur le sujet. Et puis sinon, depuis peu, j'ai ouvert du coup aussi et un compte Insta et un compte Facebook et un compte YouTube sur Thérapie Psychédélique. Voilà, si vous tapez Thérapie Psychédélique. Allez liker, allez follow, allez suivre Séverine. Vous l'avez entendu, une personne au cœur juste incroyable, avec des histoires incroyables. Je pense que le podcast est trop court pour pouvoir continuer parce que j'ai tellement encore de questions qui me viennent, mais why not? Peut-être que ça sera l'occasion de se revoir et d'enregistrer